Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ça la France sur Sud Radio, votre rendez-vous des histoires enrichissantes et engagées du Made in France. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans deux univers très différents. D'abord chez Pirouette Cacahuète, qui célèbre ses 15 ans et qui dévoile chaque année de nouvelles créations éco-conçues pour les enfants. Et nous ferons une escale dans l'histoire de Floraline, une marque patrimoniale née en 1932 et toujours présente dans nos cuisines avec une recette inchangée et réconfortante. C'est parti. Sud Radio, c'est ça la France. Mais tout de suite au micro de Sud Radio, Laure Revol, fondatrice de Pirouette Cacahuète. Bonjour Laure. Bonjour. Pirouette Cacahuète, une entreprise qui rencontre un franc succès dans l'univers des enfants, qui est fabriquée sur le territoire français, qui a été créée en 2010. Expliquez-nous justement le déclic originel, ce qui vous a donné envie de lancer Pirouette Cacahuète. Alors le déclic, c'était la volonté en fait de créer des jeux en fabrication française et de manière éco-responsable, parce qu'il n'y avait pas énormément de marques sur le marché qui faisaient ça. Et également une idée, donc on a développé en fait une idée qu'on avait qui s'appelle la cacabane. Donc une petite cabane en carton qui est conçue pour l'apprentissage de la propreté des tout petits. Et vous avez choisi la Corrèze, Brive-la-Gaillarde, pour implanter votre production. Vous étiez originaire de là-bas ou c'est dans cette région-là que vous avez trouvé le savoir-faire qui était indispensable pour relancer votre entreprise ? Non, c'est en fait qu'on était déjà installé là-bas, donc du coup naturellement on est resté là et en fait en effet on a trouvé des entreprises partenaires en local parce qu'on a un peu plus de 50% de notre catalogue qui est fabriqué en Corrèze. Alors, il y a un engagement écologique qui est très important. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est au niveau des matériaux, on évite le plastique. Comment ça s'applique concrètement ? Alors c'est assez global parce que nous, c'est un peu un moteur pour nous dans notre projet, que ce soit dans des choix, de sourcing, même de matériaux pour notre bureau, ou bien pour les produits. En fait, on essaie d'avoir une attention particulière dans le choix des matériaux qui soient dans la responsabilité environnementale. Et en même temps, il faut que ce soit compatible avec les attentes des enfants, un univers parfois très coloré. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de jeux justement que vous avez réussi à développer en gardant justement cet univers qui est important pour vous ? Oui, on a plusieurs gammes de jeux et notamment dans notre gamme de kits créatifs, on a un globe terrestre en 3D. Le principe est que l'enfant va construire une maquette 3D en fait d'un globe, l'assembler lui-même et à base de papier. Alors c'est le globe qui a été présenté à l'Élysée dans le cadre de la grande exposition du Fabriqué en France. Tout à fait. Donc c'est ce globe-là. Il y a des mini-puzzles également, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de jouets, mais on essaie vraiment de privilégier le carton, le côté justement, le montage, si j'ai bien compris. Oui, voilà. Donc on aime bien en fait mettre à disposition aux enfants des jeux qui sont soit qui vont leur apprendre à manipuler, soit autrement qui vont leur permettre de découvrir des choses et notamment sur la nature. Donc à manipuler, c'est notre gamme de kits créatifs et découvrir des choses, c'est plutôt notre gamme de jeux de société. Où on a une gamme avec des jeux de mémoire, des puzzles, des jeux de parcours et qui permettent aux enfants de découvrir pas mal de choses à travers les jeux. Donc il y a cette idée d'éco-concevoir, de sensibiliser les enfants à la nature, on l'a bien compris, mais il faut innover, il faut constamment se démarquer. Alors comment vous travaillez concrètement ? Est-ce que vous avez des illustrateurs jeunesse sur place dans vos créations ? Est-ce que comment vous collaborez avec eux ? Comment ça se passe ? Parce qu'il y a des vrais défis en termes logistiques, économiques, créatifs dans cet univers. Oui, donc on a en effet une illustratrice dans notre équipe, mais après on travaille aussi avec une vingtaine d'illustrateurs qui sont en freelance. Donc ça dépend, selon les projets en fait en cours, on va contacter peut-être un illustrateur en externe qui a un univers qui va bien s'adapter au projet. Et voilà, donc ça c'est assez sympa parce que ça permet d'apporter une petite touche un peu différenciative sur les jeux selon avec qui on travaille. Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué justement pour s'imposer dans un univers qui est quand même bien embouteillé ? L'univers des enfants avec des marques que l'on connaît tous. Comment on fait justement pour se frayer un chemin au milieu de tout ça ? Alors, c'est vrai que nous, je pense que le fait d'être parti avec nos valeurs Made in France, éco-conçues, et également, on a des personnes en inclusion dans notre équipe, donc qui sont en situation de handicap.
En fait, c'est quelque chose qu'on met quand même pas mal. Ces 3 valeurs, on les met beaucoup en avant auprès de nos clients. Quelque part, les achats qu'ils vont faire dans notre marque, de produits de notre marque, c'est des achats engagés aussi. Donc, en fait, c'est un peu comme ça qu'on se fait une petite place, en fait. C'est avec nos petites valeurs. Et puis, bien sûr, aussi, l'innovation dans nos jeux. On a déposé un brevet, un système d'assemblage dont on se sert pour plusieurs jeux. Donc, on a aussi des jeux qui sont innovants et que d'autres éditeurs ne peuvent pas faire. Donc on peut aujourd'hui s'imposer dans l'univers des jouets avec des valeurs écologiques, avec des valeurs humaines, hein, si j'ai bien compris. Parce que vous avez effectivement cette démarche avec notamment des associations dans la Corrèze. Oui. Et puis on a une personne en interne dans notre équipe également. Et j'imagine que ce qui est gratifiant, c'est de voir aussi l'impact local sur l'emploi, l'économie. Ah oui, c'est sûr. Non, ça c'est vraiment génial. Du coup, de pouvoir voir qu'en effet, on a aussi cet impact-là au niveau économique local, de pouvoir faire travailler des entreprises autour de chez nous. Ça c'est super. C'est combien de salariés aujourd'hui chez Pirouette Cacahuète et avec justement les sous-traitants qui travaillent avec vous? Alors aujourd'hui, on a 5 salariés dans l'entreprise et avec les sous-traitants, à vrai dire, je ne sais pas, mais on travaille avec plus de 5 entreprises en Corrèze et après plus de 15 sous-traitants en France. C'est ça. Vous avez privilégié d'abord la Corrèze. Oui. Ouais, on a privilégié le local. C'est vrai qu'après, on a aussi des entreprises en Dordogne. C'est selon le savoir-faire, en fait. Au plus près de chez nous. Puis l'avantage aussi, ça vous permet d'être davantage flexible, j'imagine, en fonction de la demande, en fonction de ce vers quoi vous voulez aller. Alors il y a ça, il y a aussi la rencontre qui est hyper importante quand on travaille sur un projet, de fait de connaître les partenaires, ça facilite aussi. Et puis il y a ce côté en effet environnemental aussi qui fait que c'est cohérent, bien sûr. On fait moins de trajets, etc. Donc c'est plus cohérent. Et dernière petite question, vos ambitions alors pour les prochaines années? Des nouveaux formats, se référencer davantage, des gammes supplémentaires? Alors, l'ambition pour les prochaines années, en effet, c'est de continuer déjà dans nos gammes, parce qu'on a quand même 4 gammes de jeux. Donc, chaque année, on développe un peu nos gammes. Et puis également, pourquoi pas d'étoffer notre équipe en interne. Oui. Donc ce serait super. Merci encore, Laure Revoil, fondatrice de Pirouette Cacahuète. Et pour ceux qui l'ont peut-être compris ou entendu, vous êtes dans un train. C'est pour ça qu'on entend une petite voix parfois derrière vous. Il n'y a aucun souci. C'était très clair, on vous a bien entendu. Bonne chance pour cette rentrée et encore un grand merci d'avoir partagé avec nous cette jolie réussite en Corrèze. Pirouette Cacahuète, des jeux pour les enfants éco-conçus. Bon voyage, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. On va se quitter un court instant et on se retrouve juste après. On va rejoindre cette fois-ci un univers gourmand, l'univers gourmand de Floraline, une marque emblématique. C'est parti. Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Vous êtes toujours sur Sud Radio avec nous. Après l'univers ludique et écologique de Pirouette Cacahuète, cap sur la nostalgie gourmande avec Floraline. Cette marque a été créée en 1932, qui se retrouve dans toutes les cuisines quasiment et qui continue de nous séduire avec une recette inchangée depuis plus de 90 ans. On en parle tout de suite avec Sandrine Desnoilles, directrice marketing et commerciale de Floraline. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour Sandrine, merci d'être avec nous en studio. Bonjour à vous. Alors, c'est vraiment, Floraline fait partie de ces marques patrimoniales qui existent depuis de nombreuses années, on l'a dit, depuis plus de 90 ans. Racontez-nous justement déjà l'histoire de la création de Floraline en 1932. Qui était Rivoire et Carré et comment cette création s'est retrouvée dans nos placards? Alors en fait, effectivement, Floraline est née dans l'esprit de Claudius Rivoire et Jean-Marie Carré en 1932. Et en fait, ces deux personnages, Rivoire et Carré, ça doit vous rappeler quelque chose. Ce sont les créateurs de la marque Rivoire et Carré qui a vu le jour, elle, en 1860. Ces deux chefs cuisiniers. Et ils ont eu l'idée d'imaginer un produit à base de blé dur, puisqu'ils fabriquaient des pâtes, et de tapioca, pour permettre la transition alimentaire et pour faire des gâteaux plus aérés, plus légers, plus digestes.
Enfin, c'était pour aider à la préparation rapide, c'est ça, des gâteaux et les rendre, comme vous le disiez à l'instant, plus digestes. En fait, mais c'était très simple, ça devait être simple d'utilisation. Voilà, c'était très facile, c'est prêt en 3 minutes. Et ça permet de donner du moelleux, ça remplace la farine et c'est vraiment un produit unique sur le marché encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va le mélanger avec de l'eau, du lait. Et puis après, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez comme ingrédient. Ça se consomme sucré ou salé. Ça se consomme en cœur de repas ou en aide à la pâtisserie. Ça absorbe le jus de cuisson au fond des tartes. Enfin, ça fait tellement de choses que en fait, c'est vraiment le produit multi-usage. Et c'est pour ça que vous le retrouvez dans toutes les cuisines aujourd'hui de France. Donc il y a eu cette idée géniale de donc ces 2 grands chefs, Rivoire et Carré. Et alors, d'où vient ce nom Floraline ? Donc ce nom vient de leurs neveux et nièces, Florent et Aline. Ah oui. Floraline. Donc c'est vraiment une histoire de famille. Ouais, c'est ça, une histoire de famille. Mais alors, ce qui est assez étonnant, c'est que Floraline a eu une évolution assez marquante pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale. Alors expliquez-nous justement comment Floraline s'est retrouvée comme ça dans quasiment toutes les cuisines. Donc en fait, le blé dur et le tapioca, ça a de grandes qualités nutritionnelles. Et en plus, ça permet d'épaissir les biberons. Et donc, Floraline s'est retrouvée sur les tickets de rationnement pour toute la zone sud, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour permettre aux enfants d'être bien nourris. Et du coup, c'est vrai que cette tranche de l'histoire de la marque lui a permis de se développer et d'être connue par une grande partie de la population. Et aujourd'hui, notre challenge, c'est de continuer à développer Floraline pour les gens qui la connaissent déjà, qui se le transmettent de mère en fille. En fait, c'est vraiment un produit doudou. C'est un produit que vous faites vite quand vous rentrez le soir et que vous n'avez pas grand-chose, que vous n'avez pas beaucoup de temps. C'est un produit réconfortant. Et nous, l'idée, c'est de recommuniquer beaucoup sur notre jolie marque pour la faire connaître aussi aux nouvelles générations. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que souvent on dit, pour perdurer dans le temps, il faut constamment innover. Mais alors là, la recette n'a jamais changé. Non, et c'est ce qui fait sa force, en fait. Elle est parfaite. C'est 2 chefs qui l'ont créée. Elle est parfaite et elle plaît. Et quand on fait des études conso, en fait, c'est celles qui veulent. Donc vraiment, on s'appuie sur ce savoir-faire ancestral, on peut dire maintenant. C'est fait à base de farine de blé dur française, qui vient de Beauce et de Normandie. C'est transformé dans notre moulin à Rouen. Et la fabrique est dans l'Oise. C'est vraiment un produit 100% français, 100% historique, dans un emballage carton FSC mixte. Enfin, tout est bien dans ce produit. On a bien compris que vous l'aimez bien, ce produit. Oui. Puis alors, au niveau du visuel, qui est un peu vintage, c'était dans le cas des 90 ans, finalement, vous l'avez gardé. C'était un petit clin d'œil à l'histoire, au patrimoine. Floraline est née donc en 1932, bien sûr. Dans les années 80, elle a évolué vers les sportifs et vers une image plus moderne de la femme. Mais on a trouvé ça rigolo, en clin d'œil, de remettre un vieux visuel de cette ménagère en train de préparer un gâteau dans sa cuisine. Et ça, le petit côté régressif. Alors, il y a sûrement parmi les auditrices qui nous écoutent et auditeurs qui ont l'habitude d'utiliser Floraline, mais comment ça se positionne par rapport aux autres aides culinaires comme la maïzena aussi, que l'on connaît? Comment est-ce qu'on pourrait les positionner quasiment dans la même famille de produits ou pas du tout? Alors, c'est commercialisé au même endroit. D'accord. Farine et aide culinaire. Mais la Floraline, c'est vraiment un produit unique. C'est-à-dire qu'on a tout un petit livre de recettes, mais ça peut être utilisé vraiment à la place de la farine. Donc on peut faire des gâteaux avec, ce que vous ne pouvez pas forcément faire avec de la maïzena. Ça peut être utilisé comme une polenta. Vous pouvez le mettre en cœur de repas à côté d'une escalope ou de ce que vous voulez. Vous pouvez faire des verrines apéritives avec. Enfin, c'est vraiment un produit, et aussi vous pouvez l'utiliser pour saupoudrer, pour absorber les liquides au fond des tartes, mais c'est vraiment un produit que vous pouvez utiliser dans plein de circonstances différentes. Et même là, on a inventé une recette de crêpes à 1000 trous. Une crêpe à 1000 trous. C'est des crêpes un peu donc très aériennes en fait, très aérées. Voilà, c'est ça, pour faire des chandeleurs. Et ça sera un des temps forts de la marque l'année prochaine. En fait, on n'innove pas avec le produit, on innove avec les usages qu'on fait de ce produit. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de continuer à séduire, j'imagine, les nouvelles générations. C'est ça qu'on sont peut-être plus éloignés de l'histoire de Floraline et essayer de leur faire connaître justement... C'est ça, donc on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Donc tapez Floraline... tout ce qui est Instagram, Facebook, TikTok. Vous êtes sur tous les réseaux des jeunes, de façon à capter... c'est ça, pour qu'on sorte du... parce que là, aujourd'hui, les gens qui connaissent Floraline le préparent pour leurs enfants, les enfants vont le préparer pour leurs enfants, mais on aimerait aussi étendre aux gens qui n'ont jamais entendu parler de Floraline. Et par exemple, tout le nord de la France,
qui n'a pas connu cet épisode triste de l'histoire et qui, du coup, connaît peu cette marque et utilise peu cette marque. Ah oui, donc vous voulez dire que dans le nord de la France, il n'y a pas eu Floraline ne s'est pas installée de la même manière qu'ailleurs en France, quoi. Elle est installée, mais elle se consomme pas de la même façon. Au sud de la France, vous avez une consommation cœur de repas beaucoup plus importante. Les gens l'utilisent, comme je vous disais, comme une polenta. Alors qu'au nord, c'est beaucoup de l'aide à la pâtisserie. Or, on peut l'utiliser dans plein de choses différentes. C'est pour ça qu'on communique et c'est pour ça qu'on sera sur le salon du Made in France cette année. C'est pour montrer tout ce qu'on peut faire avec ce produit. Et c'est important pour vous justement de faire des salons gastronomiques, des salons autour du Made in France, parce qu'il y a la gastronomie, il y a les salons culinaires, il y a les salons qui mettent en avant le fabriqué en France. C'est important justement pour Floraline d'être présente à tous ces grands rendez-vous pour justement mettre en avant cette fabrication française. Oui, c'est important. Et puis c'est important d'être associé à de la culinarité quand vous avez un produit comme ça. Comme je vous l'expliquais, l'innovation Floraline, c'est les usages qu'on va en faire. Donc on travaille beaucoup avec des restaurateurs, avec des chefs, avec des pâtissiers pour inventer de nouveaux usages. Et le fait de participer à ces salons, ça permet là sur le salon du Made in France, de voir les gens et de leur présenter tout ce qu'on peut faire, mais ça permet aussi de créer du réseau autour de la marque et de trouver de nouvelles associations et de nouveaux partenaires. Puis il y a aussi cette volonté chez Floraline de véhiculer ce patrimoine culturel, gastronomique de la marque Floraline. Cette volonté aussi d'être positionnée sur son histoire en fait, étant donné qu'elle est là depuis plus de 90 ans. C'est une belle histoire, c'est un beau produit. Mais c'est un produit qui s'exporte ou pas d'ailleurs? Non, pas du tout. Ah oui. Pas pour l'instant. Parce que c'est vraiment associé à la gastronomie française. C'est ça. Merci beaucoup. On nous a présenté justement Floraline pour ceux qui ne connaîtraient pas ce produit, qui effectivement est dans nos placards pour beaucoup de familles depuis de nombreuses années. Et on a bien compris cette volonté de continuer à la développer à travers tout ce qu'on peut faire en cuisine avec une recette, on l'a dit, qui reste la même. Tapioca, blé dur. Parce qu'on n'a pas trouvé mieux. pas trouvé meilleur équilibre. Merci beaucoup. En tout cas, vous en parlez avec beaucoup de passion. Merci encore. Sandrine Desnoilles, directrice marketing et commerciale de Floraline. Belle journée à vous. Et on va continuer à se balader cette fois-ci avec Thibaut, notre French Trotter, qui lui aussi met en avant le savoir-faire français. Et il est parti cette fois-ci du côté de la Normandie. On en parle avec lui tout de suite. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Alors Thibaut, vous êtes parti enquêter sur un autre savoir-faire patrimonial local. Et oui Nathalie, aujourd'hui cap sur Bayeux, dans le Calvados, où la dentelle au fuseau a fait la renommée de la ville. Et si aujourd'hui il n'y a plus d'atelier professionnel à Bayeux, il y a encore des associations qui perpétuent ce savoir-faire, comme au Conservatoire de la dentelle, juste en face de la magnifique cathédrale. J'ai rencontré Cécile, une dentelière passionnée qui m'a expliqué les secrets de cet art délicat, dont les créations sont souvent inspirées par la nature et les fleurs. La dentelle au fuseau, c'est un principe de tissage. Donc, c'est pas une broderie. C'est vraiment, on crée le tissu avec déjà les trous dedans. Donc, en dentelle au fuseau, on a nos petits bouts de bois, les petits fuseaux, sur lesquels est enroulé le fil. Et en fait, on va faire passer nos fils une fois à gauche, une fois à droite, ce qui va faire passer les fils une fois dessus, une fois dessous. Et on va positionner des épingles sur le carton, en fonction du dessin qu'on a sur notre carton, pour bloquer le tissage à certains endroits et que les trous qu'on crée, les espaces qu'on crée restent à leur place alors qu'on continue de travailler avec les mêmes fils. Donc c'est vraiment comme si on avait un métier à tisser, sauf que tous les fils bougent et qu'on n'a pas le cadre en bois pour nous cadrer. Donc du coup, on met les épingles pour nous servir de cadre au fur et à mesure. Donc le fil traditionnel, c'est le fil de lin, c'est ça? Fil de lin. Alors beaucoup au début c'était le lin et c'est pour ça que la Normandie avait été une des régions choisies à l'origine pour faire de la dentelle, parce que on était un grand producteur de lin, donc on avait la matière première à disposition. Et à partir du milieu du XVIIIe siècle, on a beaucoup utilisé la soie également. Et au XXe siècle, on a remplacé le lin par le coton, parce que maintenant en fait on trouve plus des fils de lin aussi fins qu'il existait à l'époque. Et donc du coup on a utiliser le coton qu'on arrive à trouver en très fin. Voilà. C'est difficile de s'initier à ce savoir-faire? Non,
Non, non, c'est pas difficile. Alors, bien sûr, on va pas, même à Bayeux, on commence pas par la dentelle de Bayeux, parce que la dentelle de Bayeux est une dentelle assez complexe. Mais on peut en 2 heures avoir appris les 2 mouvements nécessaires à faire ce type de tissage, connaître un point et repartir avec un petit objet qu'on a fait soi-même. Donc c'est assez simple au final. Ça paraît très complexe quand on voit les métiers des dentelières qui sont habituées et qui ont beaucoup de fuseaux parce qu'elles font des dentelles larges. Mais c'est vraiment 4 fuseaux par 4 fuseaux. Donc il faut juste essayer et en général, c'est adopté. Est-ce que vous avez essayé, du coup, Thibaut ? Non, je n'ai pas essayé, j'ai honte. Alors j'ai une question, pourquoi Bayeux ? Qu'est-ce qui fait de cette ville justement l'une des grandes capitales de la dentelle ? Bonne question, excellente question. C'est avant tout pour des raisons historiques. À une époque où il fallait rivaliser avec la dentelle de Venise et d'Italie. Et justement, Cécile nous en dit plus. En fait, en 1662, il y a eu des lettres patentes écrites par Colbert et Louis XIV qui autorisaient à faire de la dentelle en dehors des guildes de métiers de l'époque. Et donc, on a commencé, nous, à Bayeux, à faire de la dentelle à partir de environ 1676. Et on a eu des manufactures dans la ville qui ont embauché beaucoup de personnes. La manufacture Lefébure, une des dernières à avoir résisté, a fermé ses portes vers 1930. Donc ça veut dire qu'on a fait de la dentelle maintenant presque 3 siècles à Bayeux. Et la dentelle de Bayeux a été très recherchée, notamment au 19e siècle, parce qu'elle fait partie du groupe des dentelles Chantilly, donc des dentelles très fines, très vaporeuses, et avec des dessins très figuratifs, très floraux, végétaux, etc. Et donc, du coup, elle était très, très recherchée mondialement, et mondialement reconnue au 19e siècle. Et comme on l'a entendu, ce savoir-faire continue de vivre à Bayeux grâce à la passion de celles et ceux qui le transmettent encore aujourd'hui. Merci encore Thibaut. Dimanche prochain, une nouvelle rencontre, c'est ça ? Une nouvelle découverte ? Ce sera la surprise. À la semaine prochaine également, chers auditeurs. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengerma. Avec les chambres de métiers de l'artisanat, artisans, porteurs de projets, apprentis, nous vous accompagnons depuis 100 ans pour faire battre le cœur de la France.